Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie, dans notre société. Aujourd'hui, je reçois Julien Stemmer. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue. Vous êtes Merci. directeur général de l'administration et de la modernisation du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. On va parler de transformation, de transition à la dimension d'un ministère. Mais alors, je vais commencer par une question simple. C'est presque une question de curieux. C'est quoi votre métier? Vous êtes en quelque sorte le DRH du ministère? Oui, en fait, je suis chargé de l'ensemble des ressources du ministère. Et les premières ressources du ministère, c'est ces 13 000 personnes, dont 2 tiers sont partout dans le monde, à la fois des fonctionnaires, des contractuels, mais je pense aussi à tous nos collègues que nous recrutons localement dans les ambassades, dans les services culturels, dans les alliances françaises, dans les instituts français. Je suis aussi chargé des ressources financières, dans un contexte budgétaire extrêmement délicat et extrêmement compliqué. Et puis, les ressources informatiques, les ressources immobilières, la sécurité, on en reviendra sans doute dans un instant. Et puis, la transformation. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, c'est évidemment le temps des crises. Dès qu'on se réveille le matin, il s'est passé quelque chose dans la nuit, etc. Et des crises qui sont redevenues aussi des crises physiques pour nos collaboratrices et nos collaborateurs. Et j'ai une pensée particulière à toutes celles et ceux, ils sont à peu près 1700 aujourd'hui, qui travaillent dans des pays dans lesquels la situation de violence a potentiellement un impact sur eux. Et puis peut-être un dernier point, on y reviendra. Je m'occupe de la transformation pour essayer de transformer cet engagement sur la crise et le temps court pour nous préparer à la diplomatie de demain, dont on aura de plus en plus besoin. Oui, effectivement, on va forcément parler de cette diplomatie de demain. Je vais donner quelques chiffres. On parle du 3e réseau diplomatique au monde, 170 pays couverts par le réseau, plus de 13 000 agents, vous nous le disiez, dont 2 tiers à l'étranger, 3 millions de Françaises et de Français à l'étranger, et un budget annuel 2025 de plus de 6 milliards d'euros. Il y a 3 pôles au Quai d'Orsay, au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Si on les présente rapidement, de quoi il s'agit, en plus du vôtre, en quelque sorte? En fait, le premier pôle, c'est évidemment celui qui s'occupe de la connaissance du monde et de la gestion des crises. C'est ce qu'on appelle la direction générale des affaires politiques. On voit ensuite que le monde, et notamment les préoccupations de nos compatriotes qui ont bien compris que leur avenir se situait dans nos frontières, mais aussi à l'extérieur, le monde de demain se traite sur des questions environnementales, sur des questions technologiques, sur des questions culturelles, sur des questions de solidarité également. Et c'est la direction générale de la mondialisation qui est aux commandes et qui d'ailleurs est au front en ce moment même où on parle avec le lancement du sommet du G7 sous présidence française. Et puis la direction qui permet que tout ceci fonctionne, c'est la vôtre. Et dont je suis le responsable, avec une logique très forte qui est une logique de réseau. Notre valeur ajoutée, c'est celles et ceux qui, dans les ambassades, travaillent au contact de nos partenaires étrangers, dans les organisations multilatérales. Et notre métier à nous, à Nantes et à Paris, puisqu'une partie du siège du ministère est à Nantes, où travaillent 1200 collègues, essentiellement d'ailleurs dans des fonctions d'avenir, de transformation numérique, de services publics aux Français, s'y développe. Oui. Alors, vous parliez du G7, là, effectivement, au moment où on se parle, il va ouvrir dans quelques heures à Évian. Ça se prépare depuis combien de temps ? Un sommet international sur le sol français. Alors, il revient régulièrement. La dernière fois, c'était à Biarritz, si je ne me trompe, c'est ça. Combien de mois, voire d'années de préparation pour les services du ministère ? C'est toujours, en gros, entre 18 mois et 1 an de préparation et de mobilisation, avec un G7 un peu particulier, parce que c'est un format dont la France était à l'origine, au château de Rambouillet, avec une initiative de Valéry Giscard d'Estaing, qui à l'époque avait voulu transformer l'idée d'un sommet, qui souvent est une organisation très complexe, avec beaucoup d'accompagnement, beaucoup de délégations. Et l'idée du président Giscard d'Estaing était de créer de l'informel, de la discrétion, de la discussion entre chefs. Et c'est cet esprit que le président Emmanuel Macron souhaite développer lors de ce G7 d'Évian, avec deux points particuliers. Le premier, c'est s'intéresser aux déséquilibres mondiaux et notamment aux déséquilibres économiques
entre les États-Unis, la Chine et les cartes que l'Europe peut jouer, et singulièrement la France, qui est une terre d'attractivité. On l'a vu avec Choose France. Pour la 7e année, la France est championne d'Europe des investissements étrangers en France, mais également essayer de gérer les crises, notamment sur le front est de l'Europe, au Moyen-Orient, certaines crises en Afrique également. Qu'est-ce que ça signifie moderniser une administration comme le Quai d'Orsay, qui est une des plus anciennes de France, j'imagine? Oui, on a plus de 4 siècles. Et c'est la raison pour laquelle, et c'est très important d'ailleurs quand on est une organisation et qu'on veut se transformer face à des besoins de nos compatriotes qui évoluent. Vous aviez évoqué les 3,5 millions de nos compatriotes à l'étranger, mais le job du Quai d'Orsay, c'est aussi de s'occuper de vous, c'est-à-dire de nos compatriotes de métropole et d'outre-mer, parce que la diplomatie, c'est la guerre et la paix, mais c'est aussi nos emplois, l'attractivité de nos territoires. C'est également les questions de sécurité, avec une nouvelle stratégie qui a été lancée par le ministère en matière de lutte contre les narcotrafics qui gangrènent notre société. Donc le ministère des Affaires étrangères, c'est surtout pas le ministère des Affaires qui vous sont étrangères, mais c'est le ministère qui vous concerne et qui concerne notre quotidien. Et quand on parle de modernisation, vos objectifs prioritaires, quels sont ces objectifs? Notre premier objectif, ça a été de travailler sur nos services comme une organisation et d'essayer de réfléchir face au monde complexe, quels étaient les nouveaux services que nous pouvions rendre. Évidemment, des services d'information, des services de relations avec nos partenaires étrangers, et le monde tel que la France pouvait l'avoir en tête à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, c'est évidemment pas le monde où aujourd'hui des pays comme le Brésil, l'Indonésie, le Nigeria sont des pays d'avenir et qui donnent le ton. Et donc on s'est intéressé aux services avec 2 exemples concrets. Le service que l'on donne à nos compatriotes à l'étranger, avec une logique, j'ai utilisé un peu un jargon hybride, à la fois d'être capable de donner un service physique par le digital, parce que parfois on est loin et on n'a pas le temps de pouvoir venir faire la queue ou d'aller voir les collègues au consulat, et puis la voix. Et je voudrais saluer tout le travail qui est fait par la Direction des Français de l'étranger avec Pauline Carmona, qui offre aujourd'hui des services à l'étranger dont nous ne bénéficions pas encore en métropole et en outre-mer. Par exemple, vous pouvez, pour préparer vos prochaines vacances, si vous en prenez, renouveler votre passeport sans vous rendre au consulat, juste à distance. Vous pouvez également, à l'étranger, voter par Internet. 75% des suffrages pour les élections le sont par Internet. Et puis en 2027, ne soyez pas trop impatients, c'est des transformations numériques très importantes. Nous allons lancer le registre d'état civil totalement, nativement digitalisé, dont le cœur battant est situé à Nantes, où nous sommes l'un des principaux employeurs publics. Vous disiez en décembre dernier dans un podcast, la diplomatie, ce n'est pas seulement pour quelques-uns, les affaires étrangères sont les affaires de tous. C'est ce que vous venez de nous décrire d'une certaine façon. Mais alors, donc là, on est dans une logique d'ouverture, de service, de transparence aussi, ce qui peut sembler parfois contradictoire avec la diplomatie qui est aussi un art de la discrétion et du secret. Donc comment vous faites en sorte que ces 2 objectifs qui peuvent sembler contradictoires s'entremêlent? C'est une ligne de crête qu'on apprend à gérer, puisque d'abord en tant qu'agent public, comme le prévoit la Constitution, nous devons rendre compte de l'action que nous menons. Deuxième élément, il ne faut pas se cacher que dans la diplomatie, comme chacun doit concilier ses intérêts dans une négociation, il faut aussi un peu de secret pour que chacun ait la capacité de sauver la face, comme on dit en Asie. Cela dit, notamment avec l'émergence des nouvelles technologies et des réseaux sociaux, on a décidé
d'être le plus transparent possible pour être le plus crédible et le plus légitime. Et c'est aussi un service qu'on a lancé face aux campagnes de désinformation dont nous avons et dont nous faisons l'objet, et y compris dans la perspective des échéances électorales en France de 2027. On a décidé de ne pas être des observateurs ou des victimes de ces campagnes d'information. Et c'est la raison pour laquelle on a, et c'est un nouveau service dans lequel on s'est transformé, lancé tout un travail avec des recrutements de spécialistes des réseaux sociaux, de data analytics, d'informaticiens, pour faire de la veille sur l'ensemble des réseaux sociaux pour repérer les fausses informations, leur dynamique de circulation d'un continent à l'autre, d'un territoire à l'autre. Et on s'est mis désormais aussi à les rectifier, faire la transparence sur les faits, les actes, et également de pouvoir aussi faire valoir certaines informations totalement vérifiées, que nous diffusons de façon totalement légale, sans utiliser certains outils de nos ennemis comme les fermatrolls, mais de pouvoir faire la transparence, notamment avec le compte Fresh Response, qui désormais compte près de 200 000 abonnés. En quelques mois, c'est un joli résultat et qui permet de renourrir le débat public sur la réalité des faits. Ce qui est un défi de plus en plus compliqué, parce que la stratégie de certains de nos ennemis, c'est notamment de créer une sorte de brouillard informationnel, c'est-à-dire que c'est plus seulement un fait sur lequel on va créer une désinformation, un fake news, c'est vraiment créer une sorte de brouillard dans lequel c'est quasi impossible de faire la différence entre la réalité, les vraies informations ou les informations totalement inventées. C'est un défi qui est en mutation permanente, celui que vous relevez sur les fake news. En fait. Exactement. Et c'est d'ailleurs plus largement la dynamique des réseaux sociaux, puis la dynamique de l'intelligence artificielle, qui elle-même produira sans intervention humaine et diffusera des informations totalement inventées. Ce sera un des points clés du G7, où sont d'ailleurs invités certains grands acteurs et français et internationaux de cette question des nouveaux médias sociaux. C'est aussi pour ça que dans cette démarche très numérique, notre transformation, elle vise aussi à renforcer le contact humain. C'est évidemment la valeur ajoutée d'un réseau mondial qui est au contact de nos partenaires. C'est aussi la raison pour laquelle on renforce notre lien avec nos concitoyens. Nos concitoyens, leurs intérêts en France, c'est notre boussole. Et on le fait par toute une série d'initiatives. D'abord, on a demandé à nos ambassadeurs d'organiser leur action et de mesurer leur performance sur des objectifs qui concernent nos compatriotes, le nombre d'entreprises attirées dans les territoires, le nombre d'entreprises accompagnées à l'export, le nombre de jeunes Français intégrés dans le marché des savoirs internationaux grâce à nos bourses, etc. Mais aussi tout un travail que l'on appelle diplonation, de rencontres avec nos concitoyens et notamment les plus jeunes. J'étais vendredi dernier à Dijon pour retourner dans le lycée dans lequel j'ai étudié quand j'étais gamin. Parce que ce qui est fascinant, c'est que les affaires étrangères, ce sont les affaires de tous, mais en plus, c'est un monde de métiers. Et nous proposons toute une série d'opportunités professionnelles, plus de 1000 par an, du stage au concours de la fonction publique en passant par le contrat. C'est des jeunes qui se disent parfois c'est pas forcément pour moi, ou qui n'y pensent pas à ces métiers-là. Écoutez, en tout cas, ce fut mon cas. De ne pas penser que c'était pour moi. Mais nous travaillons beaucoup à ouvrir le ministère parce que si vous êtes diplomate, votre raison d'être, c'est de représenter la France dans toute sa diversité. Et vous parliez de transformation, on a beaucoup travaillé sur la transformation de notre culture via la transformation de notre recrutement. Sur les concours, on offre à peu près 200 opportunités de concours. On les a transformés notamment, et on en a besoin, en diversifiant les exigences linguistiques que l'on a. Et nous avons désormais, dans le fameux concours d'Orient, 5 langues africaines sur lesquelles nous recrutons de jeunes Français qui maîtrisent ces langues et qui peuvent changer la donne dans notre agenda transformationnel, notamment en Afrique. Nous travaillons aussi à pouvoir recruter plus jeunes.
en développant l'alternance. C'est tout à fait nouveau, on s'est lancé il y a 2 ans. Aujourd'hui, 120 jeunes et 60% de femmes sont en alternance en centrale ou dans le réseau. Est-ce qu'il y a de nouvelles compétences qui deviennent importantes, essentielles pour les diplomates? Est-ce que ça aussi, vous venez un peu de répondre, mais une évolution permanente? La première force de nos collaboratrices et de nos collaborateurs, et c'est assez frappant parce que j'ai eu d'autres expériences dans d'autres organisations, c'est leur engagement et le sens du service public. Ça paraît un peu dépassé, mais quand vous voyez qu'en période de crise, quand il s'agit de rapatrier nos compatriotes, de leur apporter de la protection, nos collaboratrices et nos collaborateurs ne comptent pas leurs heures et sont absolument engagés. Et ça, c'est une compétence forte. Deuxième élément, c'est ce que j'appelle le goût de l'altérité. Bâtir des coalitions avec des pays qui sont aujourd'hui ceux qui modèlent le monde de demain, c'est d'abord comprendre leur culture, leur imaginaire, leur langue. Et cette compétence-là, qui nous oblige à pas être auto-centrés, mais à les regarder ailleurs, c'est très fort. Et puis, on a des compétences hard, si j'ose dire, qui se développent. Nous cherchons aujourd'hui des médecins, des environnementalistes, des data analystes, des spécialistes de l'intelligence artificielle, parce que nous sommes une organisation très singulière, mais les transformations qui sont les nôtres sont analogues à celles du marché. Oui. Vous parliez tout à l'heure des risques physiques. Vous nous donniez ce chiffre, 1700 des collaborateurs du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères dans des pays à risque. Est-ce que c'est beaucoup plus qu'il y a quelques années, ou est-ce que ça a toujours existé finalement ? Le goût de l'aventure est une des propositions de la marque employeur Affaires étrangères. Mais le risque s'est développé d'abord il y a quelques années avec le risque environnemental, où certains collègues dans certains pays sont confrontés à des situations qu'on ne connaissait pas nécessairement autrefois. La multiplication des crises aboutit en gros à ce que le nombre de collègues qui sont dans des ambassades ou dans des pays à crise, dans lesquels ils ne peuvent pas être avec leur famille, dans lesquels ils ne peuvent pas se déplacer librement dans le pays, a en gros été multiplié par 3 au cours des 4 dernières années. Ça correspond à la brutalisation du monde, et c'est pour ça que nous avons renouvelé notre formation. On a un ministère qui investit beaucoup en matière de formation. Dans le cadre de notre transformation, on a créé une académie diplomatique et consulaire, qui est d'ailleurs ouverte aux autres ministères, puisqu'on est très heureux de partager, qu'on souhaite ouvrir également au secteur privé, puisqu'on travaille beaucoup avec les directions de la sûreté des différentes entreprises. Et on a désormais tout un paquet de formations en matière de sécurité personnelle, sécurité des familles, sécurité des immeubles et évidemment sécurité de la donnée, parce que je n'irai pas beaucoup plus loin, vous parliez de secret, mais nous sommes une des institutions françaises les plus attaquées par les cyber-trackers. Oui, on peut effectivement l'imaginer. Je vous propose d'écouter la question que Thomas Bruno, qui était notre invité la semaine dernière, qui est directeur délégué du CleanTech Open France, a choisi de vous poser. On va parler management. Bonjour Julien, vous développez des axes de modernisation au sein de votre structure. Parmi ces axes, il y a le développement managérial de vos agents et nous aimerions savoir ce que vous mettez en place au sein de votre structure. Le développement de la culture managériale, ça veut dire quoi la culture managériale au ministère des Affaires étrangères ? La culture managériale, c'est se fixer des objectifs, les atteindre, et les atteindre d'autant mieux qu'on est tous ensemble. C'est ce que vous disiez tout à l'heure pour les ambassadeurs, par exemple. Exactement. On commence par faire la liste de tout ce qu'on peut faire et ensuite on essaye de s'améliorer. Et la première clé du management pour une organisation dont sa valeur ajoutée, c'est son réseau, c'est-à-dire celles et ceux qui sont au front, c'est l'animation. L'animation de tous ces réseaux qui concourent aux différents objectifs de notre diplomatie et aux besoins des Français. Il va de soi aussi que ça a nécessité de transformer notre organisation et notre culture en matière de ressources humaines, avec beaucoup de formations.
notamment pour les ambassadrices et les ambassadeurs, mais pour l'ensemble des managers, et puis aussi beaucoup d'évaluations. On a été l'un des premiers ministères à mettre en place le 360, cette évaluation à 360, à la fois par les pairs, par les supérieurs hiérarchiques, par les collaboratrices et par les collaborateurs, qui permet à chaque prise de poste de pouvoir être évalué et d'être ensuite accompagné par notre direction des ressources humaines, à laquelle on a adjoint une délégation précisément à l'encadrement et au management, qui est une sorte de laboratoire qui permet d'accompagner, mais aussi de tester les collaboratrices et les collaborateurs. Vous parliez de simplification. Il y a, je crois, une initiative qui s'appelle « Une simplification par semaine, une commande en moins par mois ». Oui. C'est quoi ça ? Alors, on parle beaucoup de simplification, mais les gens ne la touchent pas beaucoup du doigt. Et donc, on s'est dit que pour être plus efficace, pour lutter contre les irritants, mais aussi pour mieux économiser et gérer nos coûts, et nos compatriotes y sont légitimement sensibles, on a décidé de lancer une sorte de défi, porté directement par les agents, en leur disant qu'est-ce qui vous ennuie au quotidien. Qu'est-ce qui vous barre ? On va pas réussir à tout faire, mais on va essayer d'en trouver une par semaine et on va l'étendre à l'échelle, à l'ensemble de notre dispositif. Et on a décidé, mais ça aussi c'est du management, de trouver un sponsor qui s'est lancé dans tout ça. On s'est mobilisé et donc on a réussi à le faire grâce à de l'informatisation, de l'automatisation et puis aussi certaines pratiques que nous faisions parce que c'était bien de les faire. Et parfois dans l'urgence du quotidien, et ça aussi c'est le management, on perd le temps de se dire je lève le crayon 5 minutes. On dit, mais dans le fond, pourquoi est-ce que je continue à faire ça ? Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que je pourrais le faire autrement ? Et donc, on va le faire. Il nous reste un grand défi, parce que les choses sont compliquées. C'est certainement de recourir à des outils informatiques plus efficaces. On a une équipe numérique interne formidable, mais vous imaginez que nous ne pouvons pas utiliser, compte tenu de nos impératifs de souveraineté et de sécurité, des outils sur le marché. Il va de soi que, par exemple, il serait impensable que nos données puissent aller sur les clouds de certains opérateurs qui sont certes très efficaces, mais qui ne nous garantissent pas la protection de nos informations. Donc, on commence à y travailler sur nos propres infrastructures, mais aussi avec des logiques, comme on dit, on-prem, c'est-à-dire avec l'utilisation d'outils de marché que nous pourrions utiliser de manière totalement souveraine et sécurité sur nos propres serveurs. Quelques chiffres sur cette transformation numérique. 8400 équipements numériques sécurisés déployés, 6 cas d'usage de l'IA déployés, refonte du système d'information RH. Sur l'IA, effectivement, ça rejoint ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que on n'a pas tant de champions de l'intelligence artificielle, notamment générative. Bon, il y a Mistral AI, il y a d'autres entreprises qui sont en train de se créer. Ça veut dire que vous êtes obligé d'être un peu en retard en n'utilisant pas les outils étrangers. Comment ça fonctionne en fait ? En fait, je pense qu'il y a d'abord une première question d'infrastructure. Et là, le ministère des Affaires étrangères ne peut pas agir seul. Et nous, on est très allant pour une démarche interministérielle avec des ministères qui ont déjà leur propre cloud souverain. Le ministère des Finances, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense pour certains applicatifs. Et le ministre des Comptes publics est chargé de la transformation, M. Amiel, a d'ailleurs lancé une initiative assez forte permettant de pouvoir mettre ensemble nos forces et avoir une capacité. Je pense que sur certains applicatifs, on peut aussi travailler avec quelques grands acteurs, soit des techs, soit également de la défense, qui publics ou privés, qui nous permettent d'avancer et d'être un peu plus agiles. Oui, effectivement. Avec une IA, alors cette nouvelle génération d'IA, en quoi ça pourrait transformer ou ça transforme déjà la façon de faire de la diplomatie ? Parce que vous nous disiez, la diplomatie, c'est du réseau, c'est de l'humain, c'est du contact. Le plus simple, c'est d'abord l'analyse et la synthèse de toutes les données ouvertes partout dans le monde. Il y en a beaucoup. Premier élément. Deuxième élément, c'est la synthèse et l'analyse de nos propres données, notamment de nos données historiques.
pour permettre d'évaluer des tendances. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui pourrait être très, très utile également. On a toute une série aussi de cas que nous mettons déjà en œuvre, notamment dans les négociations internationales et multilatérales. Vous savez qu'on est très attaché au multilatéral pour que les relations internationales ne soient pas une jungle. Même si le multilatéralisme est bien mis en... Oui, mais on voit bien qu'à la fois dans la guerre commerciale, dans les enjeux environnementaux, même si chacun défend ses intérêts nationaux, il y a des sujets sur lesquels on a sans doute des intérêts communs. Et c'est d'abord le cas en Europe. Et ensuite, ça peut être le cas en international. Et je suis impatient d'avoir les résultats du G7, mais vu la mobilisation qui est la nôtre, je suis certain qu'on aura des effets. Mais voyons, on a mis en place un petit outil prédictif des positions de nos partenaires dans les négociations internationales en fonction de leurs positions historiques. Voilà un exemple concret qui permet à nos collègues de pouvoir se concentrer sur les tâches pour lesquelles la valeur humaine, leur intelligence, leur expertise, leurs émotions, leurs intuitions à l'égard des contacts des autres partenaires de négociation a une valeur absolument folle. Ouais. Un outil prédictif avec un partenaire aussi imprévisible que Donald Trump, ça marche ? C'est pour ça qu'il faut ajouter à l'intelligence artificielle l'intelligence humaine. Et nous, on fait ce pari-là. Ouais, merci beaucoup, Julien Stemmer, et à bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure de notre rubrique Smart Ideas, une start-up à l'honneur, comme tous les jours.